Allez, on y va. Quand on entend le mot parodie, on pense tout de suite à une imitation un peu moqueuse, un truc fait pour rigoler. Mais et si c'était beaucoup, beaucoup plus que ça? Et si en réalité la parodie était l'une des formes les plus intelligentes et les plus profondes de dialogue en littérature? Oui, c'est vrai, l'idée de base, c'est la blague. Un sketch qui imite un film connu, une chanson détournée, l'humour est évidemment au centre. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce que très souvent, derrière le rire, se cache une conversation incroyablement riche et complexe. Alors, la définition de dictionnaire, la voilà. On prend une œuvre qui existe déjà, on l'imite de façon drôle ou critique, et hop, on lui donne un nouveau sens. C'est un bon début, c'est clair. Le problème, c'est que si on en reste là, on passe à côté de l'essentiel. Pour vraiment comprendre la parodie, il faut d'abord changer notre façon de voir la littérature. Et pour ça, le théoricien Gérard Genette nous a donné une image absolument géniale, la littérature comme un palimpseste. Imaginez un vieux parchemin. On a gratté le premier texte pour en écrire un nouveau par-dessus. Mais si on regarde bien, on voit encore les traces de l'ancienne écriture. Elle n'a jamais vraiment disparu et elle continue d'influencer le nouveau texte. Et cette idée de palimpseste, franchement, elle change tout. Ça veut dire qu'aucune œuvre ne sort de nulle part. La littérature, c'est en fait une immense conversation qui dure depuis des siècles. Les textes se répondent, se citent, se transforment, et bien sûr, ils se parodient les uns les autres. Alors d'accord, c'est une immense conversation, mais comment on s'y retrouve là-dedans? Heureusement, Genette nous a laissé une sorte de carte, un mode d'emploi très clair pour analyser tout ça. Il nous dit de regarder deux choses en particulier. Premier critère, la relation entre le nouveau texte et l'ancien. Soit on fait une transformation. On garde le même sujet, par exemple l'histoire de l'Énéide, mais on change complètement le style. On le rend comique, vulgaire. Soit on fait une imitation. Là, au contraire, on garde le style de l'original, le style épique d'Homère, mais on l'applique à une histoire totalement différente. Deuxième critère, l'intention. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est juste pour jouer, pour s'amuser? C'est le régime ludique. Est-ce que c'est pour se moquer, pour critiquer? C'est le régime satirique. Ou, à l'inverse, est-ce que c'est fait sérieusement, par admiration? Ça, c'est le régime sérieux. Et c'est là que la magie opère. Quand on croise ces deux critères, tout devient limpide. Par exemple, si on prend une transformation et qu'on y ajoute une intention satirique, bim, on obtient un travestissement. C'est exactement ce que fait Scarron en racontant l'Énéide sur un ton grotesque. Si on fait une imitation pour s'amuser, c'est un pastiche. Et la parodie, alors, dans le système de Genette, c'est une transformation dans un but ludique. Ok, donc Genette nous a donné la boîte à outils, le comment ça marche. Maintenant, on va aller encore plus loin, avec un autre penseur, le grand Mikhaël Bakhtin, pour comprendre le pourquoi. Et pour lui, tout se joue dans le roman. Un genre littéraire qui est unique parce qu'il nous met pas seulement en scène des personnages, mais des langages. Ce qui fascine Bakhtin dans le roman, c'est ça, sa passion pour la parole. Un roman, c'est pas juste une histoire de gens qui font des choses, non. C'est l'histoire de gens qui parlent, qui ont leur propre discours, leur propre vision du monde. Et de là découle son concept le plus célèbre, le plurilinguisme. Pour Bakhtin, un roman, c'est comme un immense orchestre. L'auteur n'est pas un musicien solo, c'est un chef d'orchestre qui fait jouer ensemble plein de langages différents qui viennent de toute la société. Et dans cet orchestre, on entend de tout. On peut entendre le jargon d'un avocat, puis juste après le discours hyper sec d'un financier, les grandes théories d'un intellectuel, le sermon d'un curé et même les potins de salon. Et le point crucial, c'est que chaque langage transporte avec lui toute une manière de voir le monde. Alors, quand un romancier imite un de ces langages et qu'il est en quelque sorte d'accord avec la vision du monde qu'il véhicule, Bakhtin appelle ça la stylisation. L'auteur emprunte une voix, mais il le fait en totale harmonie. Et c'est là qu'on en revient à notre sujet. Quand l'imitation se fait en conflit, c'est une toute autre histoire. Ça, c'est la parodie pour Bakhtin. C'est une collision frontale. Les intentions de l'auteur se heurtent à celles du langage qu'il imite. Le but, ce n'est plus de l'adopter, mais de le démasquer, de l'exposer, de le faire exploser de l'intérieur. Et attention, ce n'est pas de la méchanceté gratuite, non, non. Pour Bakhtin, ce rire destructeur a une mission sacrée. Il révèle la vérité que le discours officiel, le discours sérieux, essaie de nous cacher. Et pour ça, il y a des champions toutes catégories, Rabelais et Laurent Sterne. Prenons Rabelais. Bakhtin nous montre que chez lui, c'est très simple. Dès que quelqu'un se met à parler avec de grands mots, de façon très solennelle, c'est qu'il ment. La parodie est donc l'arme anti-blabla par excellence. Elle vient faire sauter ce sérieux pompeux pour laisser apparaître une vérité plus simple, plus humaine, qui se passe de grands discours.
On retrouve exactement cette même idée chez Laurence Sterne. Bakhtin lui-même adorait ce passage de Tristram Shandy. Le personnage de Yorick nous explique qu'il déteste le sérieux. Attention, pas le vrai sérieux, mais le sérieux de façade, ce masque qu'on met pour cacher qu'on n'a rien à dire. Et la définition qu'il en donne est juste parfaite. Le sérieux, c'est une posture, un comportement du corps pour cacher les failles de l'esprit. En gros, c'est une pose. Et la parodie, eh bien, c'est ce qui vient secouer cette pose pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Et un exemple en or de tout ça en France, c'est le roman comique de Scarron. Il est l'incarnation parfaite de ce roman qui fait dialoguer les langages. Scarron, il prend les grands romans héroïques de son temps et dit « non merci ». À la place, de quoi il nous parle? D'une troupe de comédiens un peu paumés et de leurs galères quotidiennes. Il fait s'entrechoquer le style sublime et la réalité la plus triviale. Et de ce clash naît le rire et bien sûr la critique. Donc voilà, on est parti d'une petite blague et on est arrivé à une critique profonde du langage, du pouvoir, du faux-semblant. Alors la question se pose vraiment. Pour parodier une œuvre, il faut la connaître par cœur, la démonter pièce par pièce, en comprendre tous les rouages. Cet acte, même s'il est critique, n'est-il pas la preuve d'un engagement total avec l'œuvre? Au fond, peut-être que le plus grand hommage qu'on puisse rendre à un texte, ce n'est pas de le mettre sous une cloche en verre, mais de jouer avec, de le tordre un peu et de le faire vivre à nouveau, par le rire.